Alors, merci. C'est bon de voir le networking qui se passe. Les gens sont très actifs. C'est un bon signe pour un congrès. Mais on va passer à notre prochaine conférence. L'innovation sociale au service des populations en situation de vulnérabilité et marginalisées. Enjeux et défis de l'approche de proximité. Je vais inviter la conférencière Nancy Côté, que vous connaissez tous très bien ici, professeure agréée au département de relations industrielles de l'Université Laval, titulaire de la chaire Recherche du Canada en sociologie du travail et des organisations de santé et co-directrice de l'équipe réseau Proximité et chercheuse régulière à Vitam. Nancy? Alors, rebonjour, je parle beaucoup aujourd'hui, mais après je me tais, je vous promets. Donc, l'innovation sociale, donc cette présentation va porter sur... Attendez un petit peu, je vais essayer, c'est comme ça. Cette présentation va porter sur l'innovation sociale en première ligne, l'innovation sociale étant vue ici comme une nécessité pour mieux desservir les individus et les communautés en situation de vulnérabilité. La présentation propose une réflexion plus large sur la question de l'innovation sociale, mais les exemples que je vais mobiliser vont se rapporter plus spécifiquement à l'approche de l'intervention de proximité que je vais définir brièvement plus tard. Quelques mots sur le contexte. Donc, la pandémie, on va encore parler de la pandémie, on n'y échappera pas. La pandémie a permis de révéler toute l'importance de la première ligne pour intervenir au plus près des populations en situation de vulnérabilité. Mais même avant la pandémie, certaines clientèles avaient plus de difficultés à accéder aux services de première ligne. Et avec la pandémie, on l'a vu, les obstacles et les inégalités dans l'accès se sont accrus et on s'est vite rendu compte, en fait, que l'offre de services n'était pas adaptée aux besoins spécifiques de ces personnes et différentes innovations ont été développées pour mieux desservir ces populations-là. Après la pandémie, donc dans le contexte qu'on pourrait qualifier de post-pandémique, les inégalités sociales ont continué de croître et c'est d'ailleurs une préoccupation là, très actuelle de la santé publique. Il y a plusieurs raisons à ça, je les ai évoquées tout à l'heure lors de mon introduction, donc les changements sociodémographiques, les changements climatiques, environnementaux, les tensions internationales aussi, la hausse du coût de la vie, bref, tous ces changements exercent une pression importante sur la première ligne et les services de proximité plus globalement. Je vous ai mis ici quelques statistiques qui montrent bien la nature des pressions exercées sur la première ligne et l'accroissement des problèmes sociaux et de santé. Par exemple, l'itinérance, donc une augmentation de 44 % entre 2019 et 2022, c'est énorme, mais aussi les enjeux liés à l'immigration, les maladies chroniques, la santé mentale, etc. Bref, ces problèmes, qui sont en grande partie liés à des enjeux sociaux, obligent à repenser de manière radicale la première ligne et de dépasser une vision essentiellement médico-centrée pour s'intéresser à des façons de faire autrement et à des façons de faire ensemble dans une perspective d'intégration du social et de la santé. Donc nous, mon équipe, en fait, on a mené 2 projets. On s'est intéressé dans un premier temps... Oups, j'ai des petites animations. On s'est intéressé dans un premier temps aux innovations sociales en première ligne déployées pendant la pandémie pour mieux répondre aux besoins de certaines populations en situation de vulnérabilité. Et dans le deuxième projet, qui a aussi été financé CRSH, on a voulu savoir comment avaient évolué ces innovations-là quelques années après leur déploiement. On a voulu saisir en fait un peu comme les ingrédients incontournables pour pérenniser ces innovations-là, si la pérennisation, bien sûr, était souhaitable. Et il y a 6 pratiques qui ont retenu notre attention, dont l'approche de proximité. Qu'est-ce que l'approche d'intervention de proximité? Je vais vous donner une définition très brève parce que Lucille, qui passe tout juste après moi, va faire ça vraiment beaucoup mieux que moi. Donc, juste rapidement, l'intervention de proximité comporte 2 volets. Il s'agit d'une intervention qui vise d'une part à offrir un ensemble de services de santé et de services sociaux à des personnes ou communautés en situation de vulnérabilité directement dans les milieux. Mais l'intervention de proximité se veut aussi une pratique qui vise le développement et l'autonomisation des communautés. Donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, on fait vraiment des petites présentations en rafale pour cette première partie. Je vais vraiment aller à l'essentiel en vous présentant là, les principaux messages clés, constats de la première étude.
Donc, en fait, en réalisant le premier projet, on s'est rendu compte que les innovations sociales mises en place n'étaient pas des nouvelles pratiques, c'était plutôt des projets pilotes, des pratiques qui étaient plus marginales, qui avaient émergé du terrain et qui peinaient à se déployer pleinement au sein de l'organisation et à acquérir une certaine légitimité. Et pourtant, ce sont ces pratiques qui sont devenues les mieux adaptées pendant la pandémie. C'est le cas notamment de l'approche de proximité. Deuxième message clé, la réactivité et la rapidité d'action du système de santé a reposé sur une mobilisation plus grande des acteurs du terrain. On a observé que face à la nécessité d'opérer des changements rapides, le système de santé et des services sociaux, assez centralisé, vous le savez, s'est appuyé davantage sur les initiatives locales, a laissé une plus grande marge de manœuvre aux décideurs des organisations locales dans l'identification des solutions adaptées à la réalité du secteur. Troisième message clé, les pratiques innovantes ont reposé aussi sur une collaboration interdirection et intersectorielle plus diversifiée, soutenue, structurée entre les différents partenaires du territoire. Par exemple, l'approche d'intervention de proximité a mobilisé le CIUS de la capitale nationale, la Ville de Québec, des écoles, des organismes communautaires, le service de police, etc. Mais on s'est aussi rendu compte que la collaboration intersectorielle a été marquée par des relations plus égalitaires entre les acteurs du CIUS de la capitale nationale et les partenaires locaux. Donc, une plus grande reconnaissance des expertises de chacun dans des efforts pour optimiser la complémentarité. Catherine parlait de complémentarité négociée ici. Donc, on était vraiment dans une autre logique que celle de déléguer ce qu'on ne peut pas absorber comme organisation. Quatrième élément, le type de leadership exercé a permis de mobiliser des expertises pertinentes pour trouver des solutions adaptées aux réalités du terrain. Donc, le caractère inédit de la situation, le fait qu'on ne savait pas trop quoi faire, qu'on n'avait pas des solutions toutes cannées, tout ça a créé les conditions propices à un leadership plus partagé. On a vu, dans le cadre de plusieurs pratiques, dont l'approche de proximité, que des cadres intermédiaires, des professionnels, des chargés de projet, qui en temps normal n'auraient pas été mis à contribution à un niveau stratégique, ont joué un rôle de leadership dans l'identification des solutions et dans les pratiques. Finalement, dernier message clé pour le projet 1, les décideurs aussi ont montré une plus grande tolérance au risque. On peut dire que la pandémie a permis de créer des espaces d'expérimentation, de tester des manières de faire autrement, en assumant un peu les risques qui venaient avec certaines de ces expérimentations-là. Donc, c'est sûr, je n'ai pas mis mes lunettes roses aujourd'hui, on a vu aussi beaucoup de top-down, mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a eu des poches d'innovation sociale et qu'on peut apprendre aussi de cet épisode de crise-là. C'est ce qu'on a un peu essayé de faire avec notre deuxième projet où on a voulu documenter ce qui arrivait avec ces innovations sociales-là. Donc, 4 grands messages clés ici, un peu documenter les ingrédients de la pérennisation. Donc, premier élément, ce qu'on a pu constater après un certain temps, intervenir, on le sait, auprès des individus et des communautés en situation de vulnérabilité, c'est complexe. Mais la prise en compte de cette complexité-là nécessite une souplesse organisationnelle pour s'adapter justement à ces besoins plus complexes. Donc, une souplesse qui est soutenue par une structure organisationnelle, par contre. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que la structure organisationnelle repose beaucoup sur des programmes clientèle qui sont fortement définis par direction, ce qui convient, je dirais, dans la plupart des cas plus standards, mais dans les situations plus complexes, ça prend une capacité à adapter l'offre de service et cette capacité-là va beaucoup reposer sur des collaborations interdirection et intersectorielles. On voit actuellement un mouvement vers plus de flexibilité au niveau structurel, mais les modalités sur le terrain demeurent complexes à adapter. Deuxième message clé, la prise en considération des enjeux liés à la gestion des ressources humaines est essentielle aussi au développement sur le plus long terme des innovations. Il y a 2 éléments ici sur lesquels j'aimerais insister. Ça prend évidemment, premièrement, une main-d'œuvre en quantité suffisante. Ça prend les bonnes expertises aux bons endroits. Ça prend des équipes stables aussi. Et ça prend des profils particuliers pour pouvoir aussi intervenir en contexte d'innovation. Donc, quelles sont les compétences, le style de gestion qui sont adaptés à des contextes d'innovation. Troisième message clé,
L'identification d'indicateurs permettant de refléter adéquatement le travail effectué et les retombées sur les clientèles et communautés, c'est un enjeu majeur. Or, les indicateurs actuels ne sont souvent pas adaptés pour bien rendre compte du travail effectué auprès des clientèles plus complexes qui nécessitent des interventions sur une plus longue période. Les modalités d'intervention aussi peuvent difficilement être réduites uniquement à des indicateurs quantitatifs, même si on sait que ces indicateurs quantitatifs-là peuvent aussi être importants. Quatrième message, l'innovation nécessite des adaptations en continu de l'offre de services. Si je prends l'exemple de l'approche de proximité, pour les intervenants, ça veut dire spécifiquement s'adapter continuellement aux différents contextes des milieux où ils interviennent, être réceptifs à ce qui émerge des milieux. Et pour les gestionnaires, ça veut dire aussi constamment faire la danse entre cette gestion-là bottom-up, qui est typique de l'approche de l'intervention de proximité, mais aussi les objectifs et les capacités de l'organisation. Donc, ce n'est pas simple. Et rapidement, en 8 secondes, je vous fais ma conclusion. En contexte de crise et d'instabilité, on a souvent tendance à retourner dans ce qui est connu et dans les manières de faire habituelles, on en a parlé tantôt. Or, la pandémie a démontré l'importance d'innover, même et surtout dans des périodes de crise. Et ce dernier point-là est central. Donc, c'est important de pousser, provoquer un peu le système pour dépasser cette tendance à l'inertie. Et l'approche d'intervention de proximité constitue une des réponses possibles pour mieux desservir les individus et communautés en situation de vulnérabilité. Et ce sera l'objet de la présentation de Lucille qui vient tout juste après moi. Merci beaucoup. Alors, merci Nancy. Comme vous avez entendu, notre prochaine conférencière est Lucille Langlois, chef de service retraitée de la Direction des services multidisciplinaires de la CIUS de la Capitale-Nationale, professionnelle de recherche à Vitam, Centre de recherche en santé durable. Elle est travailleuse sociale qui a œuvré en milieux ruraux et urbains dans la région de Québec depuis 25 ans. Bonjour tout le monde. Je vais vous faire la présentation, comme Nancy l'a nommé tantôt, de l'approche d'intervention de proximité. Là, je suis portable tournée. En fait, l'approche, évidemment, c'est une belle définition. On dit c'est comment aller vers. Je vais vous parler de l'approche, mais c'est sûr que l'approche, ça génère une intervention de proximité. Puis ça génère des activités concrètes sur le terrain. Puis évidemment, je suis en équipe avec des intervenants qui vont venir détailler un petit peu plus concrètement qu'est-ce que c'est dans la vraie vie. Je mets toujours sur mes PowerPoint des personnes, des images qui représentent la communauté. Fait que c'est comme s'ils m'accompagnaient parce qu'à chaque fois qu'on est dans une communauté, évidemment, c'est tout le consentement, puis le rapport égalitaire qu'on crée avec les citoyens qui est important. Fait que ça rappelle cette présence-là qui est avec moi, toujours. Vous pouvez changer de diapo. Ah, c'est-tu moi qui fais ça? Le bouton vert, OK. Je pensais que... Ça veut pas. Hein? Au-dessus. Ah, au-dessus. Oui, au-dessus. Bon. Il y en a deux dessus, des boutons verts. Je vous ai mis une drôle d'image. En fait, la petite présentation est un peu différente de ce que je fais d'habitude. Je vais parler de l'approche, mais en lien avec l'innovation. Qu'est-ce qui est innovant dans cette approche-là? Fait que je vous ai mis une image un peu qui représente en intervention de proximité qu'est-ce qui est l'innovation. Là, je ne vais pas vous demander de faire l'exercice, à moins qu'il y en a qui connaissent ce que c'est que des stéréogrammes, puis qui sont habiles visuellement pour rapidement voir. Mais même si vous ne me croyez pas, dans cette image-là, il y en a une autre. Il y a une image en 3 dimensions. Puis, en fait, c'est pour dire que quand on est en intervention de proximité, puis qu'on va dans les milieux, on voit des choses que généralement on ne voit pas quand on est dans un service un peu plus traditionnel,
qui est nécessaire, mais d'être dans un milieu de vie, on voit beaucoup de choses. Fait que c'était une façon de... Puis si jamais il y a un lien, vous pouvez y aller, l'image est vraiment belle. Alors voilà, ça représente l'innovation. Je pèse sur le piton. En fait, l'approche d'intervention de proximité, ça s'adresse à des communautés. On est habitué généralement d'être dans des services où on va offrir à des personnes, à des familles, des fois à des groupes, mais cette pratique-là, elle s'adresse à des communautés. Ça veut dire qu'il y a un exercice, on va le voir un petit peu plus tard parce qu'il y a des phases. On identifie des communautés locales qui sont vulnérables, puis on va s'approcher de ces communautés-là avec toutes sortes de stratégies pour explorer la possibilité d'aller soutenir d'une façon qui est un peu différente qu'on ferait autrement. Elle se déploie à l'intérieur, comme Nancy le nommait tantôt, c'est vraiment dans le milieu d'appartenance et c'est évidemment en intersectoriel. C'est jamais tout seul ou en silo. Nécessairement, on est un groupe d'intervenants du réseau local de services qui s'amène dans une communauté puis qui va offrir différents services. Puis sa méthode, c'est d'être en mesure de faire une lecture des conditions de vie, de la dynamique qu'il y a dans le milieu. Puis c'est ça que je vais vous présenter après, qui est un peu innovant finalement, puis qui nous demande d'apprendre à tous les jours parce que c'est pas quelque chose qui est simple à faire. C'est comme quand on travaille dans une famille, la dynamique familiale. Bien, quand on est dans une communauté qui est peut-être de 3000 habitants, c'est de travailler cette dynamique-là de manière à permettre que les gens aient une meilleure qualité de vie. Ces trois fondements, il y en a plusieurs, mais je vous parle de ces trois-là. D'abord, on dit que l'environnement, on le sait, là, dans les déterminants de la santé, l'environnement a vraiment une influence assez importante sur ce que deviennent les gens. Puis quand on parle de l'environnement, c'est l'environnement physique, mais c'est aussi les liens qu'on crée, les liens qu'on a avec des gens dans une communauté, puis l'aspect économique, tout ce qui est les possibilités de vivre dans des conditions de vie. On dit que chaque communauté possède tout ce qu'elle a besoin pour avoir une belle trajectoire de vie, puis faire en sorte que les gens vont pouvoir se développer. C'est un petit peu étrange de dire ça, parce que des fois, ce n'est pas toujours évident. On a l'impression que la communauté, il manque quelque chose. Mais on le constate, que quand on arrive dans une communauté, puis qu'on travaille avec les gens, il y a des fois, on va dire le capital social, mais il y a un potentiel qui émerge, en fait, qui nous fait rendre compte que les communautés, ils ont ce qu'il faut. De toutes les façons qu'on peut l'imaginer, c'est qu'en fait, ça va au troisième fondement où on dit, bien, ça prend du temps. C'est comme le processus de deuil. Quand on vit quelque chose de difficile dans la vie, ça prend du temps, du soutien puis de l'énergie. Fait que si on rassemble ces trois éléments-là ou ces trois conditions-là, généralement, les gens ont tout ce qu'il faut pour aller de l'avant puis faire en sorte que les gens dans la communauté vont se développer sainement. Alors, vraiment concrètement, dans une communauté, comment on fait ça, l'intervention de proximité, comment l'approche se déploie? Bien, c'est par l'amalgame de beaucoup d'activités, de beaucoup de choses qu'on pourrait voir si on va au Lac-Beauport ou si on va à Sillery ou si on va dans des communautés où il y a comme une richesse d'activités et de possibilités. Bien, en fait, on s'assure que dans toutes les communautés dans lesquelles on va travailler, où évidemment il y a une situation de vulnérabilité collective, on va s'assurer que tout ça existe dedans, cette communauté-là. Fait que dans le fond, ce que ça dit, rapidement, on s'assure de faire avec les citoyens des activités de différentes formes, mais à partir de leurs besoins. On fait des interventions, on fait de l'accompagnement, on fait de l'action communautaire, tout ce qui est préventif, de la promotion, le repérage, la défense des droits. Et
on organise des rencontres. On s'assure que les gens vont se rencontrer pour se parler de toutes sortes de façons, soit par des activités ou par des groupes de travail, par des interventions. Mais la rencontre, elle est fondamentale. La collaboration intersectorielle, évidemment, parce qu'on crée, dans cette approche-là, il faut vraiment faire une réflexion à tous les jours, continuellement, sur ce qu'on a fait pour faire un pas en arrière, 2 pas en avant. C'est comme ça que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas une communauté où on va faire une intervention qui va être tout à fait pareille. C'est différent à chaque endroit. Puis, il y a tout l'aspect de l'aménagement de l'environnement physique, social. Mais comment cet environnement-là va faire en sorte qu'on va avoir des belles conditions de vie, puis qu'on va... en fait, quand on va offrir des services, ça va donner des grands résultats. Voilà. Je n'ai pas d'eau, mais... En fait, j'apporte ça parce que c'est une des premières fois que je l'amène comme ça, mais c'est parce que c'est plus innovant. Ça demande de saisir de quelle façon on fait ça dans une communauté, travailler sur les conditions de vie, mais la dynamique communautaire, puis la résilience, parce qu'on part du principe. Je vais changer la diapo. Quand on dit travailler sur les conditions de vie, la dynamique communautaire, bien, c'est travailler sur le cumul d'expériences qui peuvent être traumatisants parfois ou qui peuvent être assez marquants pour faire en sorte que ça va créer des ruptures dans le cheminement d'une communauté. On va travailler sur les mécanismes de protection parce que dans toute communauté locale, comme dans une famille, s'il y a des choses difficiles qui se vivent, les gens vont utiliser des mécanismes pour s'en sortir. Puis les mécanismes, ils peuvent être bons, mais ils peuvent se cristalliser d'une façon qui n'est pas souhaitable. Fait qu'on va travailler sur ces éléments-là. Ce n'est pas sorcier, c'est par des petits... L'équipe le fait, ils le font au quotidien, mais c'est ça que ça veut dire, travailler sur une dynamique communautaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une approche, c'est une façon d'aller vers, c'est une façon de travailler pour aider à ce que les communautés prennent leur souffle, puis qu'ils arrivent à ce qu'on n'ait plus besoin de l'intervention de proximité dans le milieu. Et la résilience, en fait, Cyrulnik, il parle de 4 facteurs de la résilience. Il dit l'acquisition de ressources internes dès l'enfance, fait ça nous amène à dire, bien, il faut travailler avec les enfants. Le soutien dont bénéficient les citoyens qui est proportionnel aux défis. Ça veut dire qu'il faut être en mesure de soutenir nous, mais aussi entre eux, les citoyens, comment ils se soutiennent pour passer à travers les difficultés d'une belle façon, puis que ça fasse qu'ils relèvent les défis sainement. La possibilité de rencontre et de liens et d'alliances, fait que c'est toutes des façons, c'est tous des facteurs qui nous permettent à côté de faire un égal, puis de dire, bien, voici telle chose, on va les faire, parce que on va faire des activités où les gens vont se rencontrer, où il va y avoir des alliances, parce qu'on sait que c'est un facteur important, puis si ça n'existe pas dans un milieu, je pense à des milieux, entre autres, où il y a un rassemblement de gens de différentes cultures, toute la complexité de la rencontre dans la proximité, bien, c'est important de soutenir. Et un autre facteur, c'est l'interprétation et le sens que les gens font quand ils sont adultes de ce qu'ils ont vécu dans leur milieu de vie. Fait que tout ce qu'on fait en intervention de proximité, c'est de travailler sur ces éléments-là, en fait. Pour finir, en fait, quand on fait l'intervention de proximité, ça n'arrive pas comme ça. On n'arrive pas comme ça dans un milieu sans s'annoncer. Il y a toute une démarche qui se fait en amont, en phase 1, où on fait l'exercice de les identifier. Sur notre territoire, on a plusieurs communautés locales où il y a une situation de vulnérabilité qui pourrait justifier que l'approche s'installe. Après ça, bien là, il faut s'assurer que
ça fait du sens, que la communauté est prête à nous recevoir. Fait qu'il y a cet exercice-là en phase 1 d'identifier. Ça nous permet aussi de faire un plan d'action, puis de déjà faire des travaux quand on n'est pas en mesure de s'implanter tout de suite, de déjà travailler avec les communautés pour réfléchir de quelle façon on va s'amener dans le soutien. Il y a la prise de décision avec les partenaires. On a parlé ce matin, on a entendu toute l'importance du rapport, comment on a dit, la collaboration négociée. Alors, c'est vraiment à la phase 2, ça c'est un élément vraiment important parce qu'il faut être prêt, mais c'est pas un établissement ou un organisme qui est prêt. Il faut qu'on soit prêt comme réseau à soutenir une communauté, puis on en a plusieurs, ça fait qu'il faut réfléchir tout ça. Puis la phase 3, c'est vraiment ce que l'équipe va vous présenter, qui est l'intervention de proximité avec tout ce qu'on a vu là, en termes d'activités possibles, qui nous permet en fait de travailler avec les gens. Toujours dans une idée de développement, puis que les gens considèrent qu'ils vivent dans un environnement qui est favorable pour eux, qui est favorable pour leur développement, le développement de leurs enfants, puis qu'ils vont se sentir en sécurité dans ces environnements-là. Voilà, c'est terminé. Là, j'ai mis une petite définition, une petite pas mal. Je vais la lire rapidement. Il pourrait y avoir 1000 définitions de l'intervention de proximité ou de l'approche. Je vous en offre une qui est un petit peu théorique, mais bon. On dit l'intervention de proximité est une pratique intégrée, je vais lire là, c'est une pratique intégrée en réseau, offrant un soutien aux communautés locales en situation de vulnérabilité et aux citoyens qui y vivent, parce qu'on parle davantage de citoyens que d'usagers. On sait qu'il y a des usagers dans des communautés, mais on s'adresse aux citoyens. Elle s'exerce par une équipe intersectorielle composée d'intervenants et de gestionnaires concernés par la santé et le bien-être de la population à l'intérieur du milieu de vie. Son approche instrumente comment créer cette rencontre porteuse de sens pour les personnes, les familles, les groupes. En étant présent dans le milieu de vie, l'équipe intersectorielle saisit de l'intérieur le contexte de vie, l'expérience des citoyens et la dynamique communautaire. Ensemble, les partenaires réalisent des actions et des interventions écosystémiques, structurées, ayant une portée sur les déterminants de la santé et du bien-être de la communauté locale. Je ne sais pas si ça parle, mais c'est... Merci beaucoup, Lucille. Prochaine conférence, défis et apports de l'approche de proximité auprès des familles isolées en situation de grande vulnérabilité, incluant le regard des intervenantes de proximité. Alors, j'aimerais inviter tous les participants sur la table ronde de se rendre sur scène pendant que je fasse leur introduction. Alors, je vais commencer avec Julie Huot, directrice générale de l'organisme Commune Action 05, engagée dans le milieu communautaire en Basse-Ville auprès de la petite enfance depuis 10 ans. Elle valorise l'importance d'agir tôt et la collaboration. Elle accompagne les familles avec un souci d'accompagnement personnalisé. Julie, voilà, Julie. Catherine Sleit est organisatrice communautaire à l'Office municipal d'habitation de Québec depuis 2 ans. Elle s'implique dans l'approche de proximité pour agir collectivement sur les enjeux touchant les locataires d'habitation à loyer modique. Son action vise à renforcer le pouvoir d'agir des personnes issues de milieux défavorisés. Catherine, voilà. Margarita Morales, travailleuse sociale à la direction des services multidisciplinaires du CIUS de la capitale nationale. Elle a développé sa pratique dans diverses communautés locales, en milieu scolaire et communautaire. Membre d'une équipe intersectorielle, elle réfléchit aux enjeux de l'intervention de proximité. Margarita, bonjour. Catherine Raymond, organisatrice communautaire au CIUS de la capitale nationale. Elle possède une longue expérience en intervention de proximité et en développement des communautés dans plusieurs milieux locaux. Elle collabore étroitement avec les partenaires intersectoriels et coordonne les tables de concertation du réseau local de services. Catherine? Voilà.
Et elles sont accompagnées de 2 personnes, Emmanuelle Descroix, une travailleuse de milieu de l'organisme Commune Action 05. Elle est là. Ah. Elle est dans la salle. Je veux nous joindre sur scène? Vous êtes bienvenus. OK. Et Evelyne Maola. Evelyne? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, Evelyne. Voilà, OK. Et Bélise Canesa, citoyenne locataire. Bienvenue. Alors, c'est à vous, mesdames. Je vais juste aller récupérer. Oui. Alors, bonjour à tout le monde. On est un peu fébrile, mais très fiers de venir vous présenter notre travail. Puis, c'est un travail qui est inspiré aussi par d'autres personnes que j'ai croisées dans la salle qui font le même que nous dans d'autres territoires. Fait que c'est important de le nommer. J'aurais besoin qu'on avance mon petit PowerPoint. Merci, Catherine. Juste pour vous faire un petit historique, tu peux y aller encore. Encore. OK. Fait que déjà, depuis une bonne dizaine d'années, on était plusieurs intervenants à se réunir. On intervenait déjà dans des milieux HLM de la Basse-Ville. Puis, on se rendait compte qu'on avait besoin de moments pour se concerter, pour discuter un petit peu de comment ça va, de c'est quoi les enjeux. Puis, on n'était pas très bien structurés, pas financés. On avait une organisatrice communautaire qui nous soutenait, mais on a eu besoin d'avoir un petit peu plus. Donc, en 2020, a été initiée, je pense que c'est Lucille qui en a parlé, de toute la démarche de démarrer une approche de proximité. Au départ, quand les critères ont été déterminés, on a parlé d'intervenir, puis là, on est vraiment dans notre quartier. Hein, fait qu'on parle de bâtiments qui sont juste à côté de chez nous, bien, juste à côté d'ici. Puis on parle de l'immeuble de la Canopée avec les habitations du Centre multiethnique de Québec, puis 3 autres HLM familles, dont un qui est juste de l'autre côté de la rue. Bélise et Evelyne habitent là-bas. Et maintenant, en fait, le constat duquel on est parti, c'est que déjà, il y a 10 ans, on se disait, c'est vraiment difficile de rejoindre ces familles-là. Puis moi, je parle de famille parce que je travaille pour un organisme communautaire famille, alors vous comprendrez que je parle des familles. Elles ne venaient pas dans nos milieux de vie. Oui, on développe beaucoup d'activités, mais elles ne viennent pas dans nos milieux. Fait qu'on a dû travailler tous ensemble, travailler fort pour aller directement dans leur milieu. Puis, on constatait aussi beaucoup d'enjeux multisectoriels, d'où l'importance de travailler tout le monde ensemble. Puis ça, c'est assez innovant parce qu'on parle de complémentarité, c'est comme le fil rouge de la journée, mais ce que le milieu communautaire, le réseau, tous les intervenants, l'OMHQ apportent, bien, toutes ces personnes qui travaillent ensemble vont permettre de bien intervenir et de mettre des conditions gagnantes en place pour que les personnes puissent participer, puis pour qu'elles aillent plus loin. Puis vous allez voir les impacts avec mes collègues. Voilà, merci, c'était mon petit historique. Merci, Julie. Donc, en continuité de ce que Julie a amené, en réponse à la détresse qui était vécue par les intervenants, intervenantes, aussi au sentiment d'impuissance, dans le fond, on a décidé, nous, de travailler autrement puis de changer notre lunette d'intervention, si on veut. Donc, on a choisi de ne plus voir seulement les situations problématiques avec une lunette individuelle ou familiale, mais plutôt d'ouvrir à la dimension collective et de mailler, dans le fond, nos interventions puis notre présence dans le milieu. Ce que ça nous a permis aussi, ça, c'est de développer une communauté de pratique où, là, c'était essentiel de reconnaître l'expertise et l'expérience des autres partenaires avec qui on évoluait dans le milieu. Donc, Lucille en a parlé aussi en introduction. Donc, nous, on fait le choix de croire au potentiel individuel et collectif, au fait que chaque communauté possède l'ensemble des ressources. Donc, ensemble, avec les citoyennes locataires aussi, on a ce qu'il faut pour développer nos compétences, pour améliorer notre bien-être, puis acquérir nous-mêmes la compétence, la capacité, de résilience. Donc, on vous parle de notre gouvernance. Donc, nous, on fonctionne avec une gouvernance souple, une gouvernance qui est partagée. Cette gouvernance-là, elle s'appuie sur des actions, des interventions qui sont co-construites entre les organismes. Tantôt, on parlait de négociation.
c'est le bon terme, évidemment, c'est une négociation passive, mais où s'arrête le champ de compétences de un, où commence l'autre, comment arrimer, en fait, ces compétences-là et ses limites. C'est aussi une combinaison d'interventions, peut être autant en individuel qu'en intervention de groupe ou en intervention communautaire. Elle est souple. Elle se module et s'adapte aux conditions de vie, aux réalités, aux événements, aux vivants, aux vécus des personnes qui habitent dans les immeubles. Elle est transversale, c'est une approche 0-100 ans. Donc, nous, on évolue dans des organismes familles. Donc, c'est sûr qu'il y a une majorité de nos réflexions et de nos actions qui sont dirigées vers les enfants et vers les familles qui sont la majorité des ménages. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir aussi à la présence des personnes seules et des personnes aînées et d'initier ensemble des actions, des activités pour que ces personnes-là puissent aussi s'intégrer dans le milieu, faire partie là, du tissu social. Elle est évolutive, elle se base sur des besoins et réalités qui sont en mouvance. Et la fameuse question de l'apprentissage mutuel et des rapports égalitaires, donc on le dit à plusieurs reprises. Nous, on se le dit souvent, on se le répète, ce n'est pas une approche en intervention de proximité qui appartient au CIUS. C'est une démarche collective qui appartient à tous les acteurs, tous les partenaires qui y contribuent. Puis parmi ces partenaires-là, il y a assurément les citoyennes locataires. Elles vont pouvoir en parler davantage tout à l'heure parce qu'elles y contribuent fortement. Et les rôles et les responsabilités sont différents, évidemment, mais la contribution de chacune est importante. Et souvent, cette contribution-là, elle se développe dans des espaces qu'on dit informels. Et ça, c'est super important parce qu'on a des structures de collaboration qui sont formelles, mais on a aussi des moments et des espaces pour créer un contact dans l'informel, pour avoir accès à ce vécu-là, à ce vivant-là, comprendre les dynamiques, comprendre les parcours de vie et assurément que ça teinte nos réflexions et nos actions, mais surtout, ça nous permet de faire avec. Tantôt, vous parliez de faire avec, donc d'y aller à partir des besoins et des réalités des gens avec qui on travaille et qu'on choisit d'accompagner justement dans des rapports égalitaires. Donc, rapidement, c'est un schéma assez dense. C'est juste pour vous donner une idée de nos structures de collaboration. En fait, dans une approche intersectorielle, on est une douzaine de partenaires, en fait, à se négocier cette approche en intervention de proximité. L'instance centrale, c'est la table terrain, c'est le rouage rouge auquel peuvent se greffer en fait, les autres structures de collaboration. La table terrain, c'est là où on prend le pouls. On a une rencontre chaque mois. C'est là où on prend les décisions ensemble. C'est là où on parle de la programmation communautaire. C'est là où on parle des interventions, des actions collectives qu'on mène ensemble. Il y a aussi la table des intervenants qui s'occupe plus des cas cliniques, de l'intervention individuelle, et le comité jeunesse qui fait partie de nos projets structurants qui est là pour offrir plus d'avantages d'activités dans le milieu de vie. Donc, rapidement, des exemples de projets structurants. En fait, c'était pour vous montrer qu'on peut être financé par différents bailleurs de fonds pour différents objectifs. Impact ton quartier, qui est à l'échelle du HLM, du 201, du Roi, dans le fond, qui est pour susciter la mobilisation des locataires et favoriser un sentiment d'appartenance. L'impact jeunesse, qui nous permet d'avoir un travailleur de milieu qui se déploie là, dans les 4 milieux HLM où on est présente. Et finalement, Impact famille, qui est porté par Commune Action, entre autres avec Emmanuel, dans le fond, pour soutenir les parents dans le développement des compétences parentales et aussi offrir des activités parents-enfants dans le milieu. Oui, donc en fait, je vais vous présenter, tu peux changer, Catherine, les milieux de vie ciblés par l'approche de proximité de la Basse-Ville. On en a 4, 2 situés dans Saint-Roch et 2 situés dans Saint-Sauveur. Au total, en fait, ce sont tous des immeubles de catégorie famille, même s'il y a quand même des gens de 55 ans et plus qui y demeurent et dont on peut compter quand même une bonne proportion justement de personnes seules et de personnes âgées.
C'est un total de 269 portes qu'on couvre avec 572 occupants, dont 217 enfants. Donc, c'est près de la moitié des gens qui y demeurent, là, qui représentent des enfants. Puis, même qu'habituellement, il y a un peu plus d'occupants parce que présentement, il y a 2 de nos immeubles qui sont en contexte de travaux majeurs. Donc, il y a des gens qui ont été relocalisés là, temporairement. Maintenant, je vais vous parler de quelques exemples de collaboration avec nos partenaires impliqués là, étroitement là, sur le terrain. Donc, on a 24 heures Chronosport qui offre des cours de danse afro à raison de 2 fois par semaine là, pour nos jeunes en fonction là, d'intérêts qui avaient été mentionnés de leur part. Il y a les cafés jasettes avec Comme une Action qui sont animés justement avec Emmanuel, qui ont lieu à chaque semaine puis qui visent justement à briser l'isolement, qui s'adresse tant aux parents parce qu'il y a la possibilité d'offrir une halte garderie, mais aussi là, aux personnes seules puis aux personnes plus âgées. Donc, on peut faire du référencement, jaser informellement ou encore inviter là, des partenaires pour faire des présentations en fonction de services qui pourraient intéresser là, les locataires. On a le Club Action avec l'Ouvre-Boire du quartier, qui est une maison des jeunes. C'est une initiative qui a été mise sur pied par le travailleur de milieu dans le cadre de notre financement obtenu avec Impact Jeunesse. En fait, là, où les jeunes vont pouvoir se réunir, socialiser, faire des activités, qu'elles soient axées sur le sport, l'art, la cuisine. C'est en fait pour encourager les jeunes à s'impliquer au sein de leur milieu de vie, puis contribuer justement à devenir des modèles positifs. Voilà. Sinon, on a le projet Nature urbaine après l'école qui est mené par la Jujutec Basseville. Donc ça, c'est un exemple de projet qui est plus ponctuel parce que c'est du financement que l'organisme a obtenu. Donc, c'est l'organisme qui assure la gestion à part entière et ça vise un petit peu l'éducation par la nature qui se veut une alternative au service de garde après pour les jeunes qui ne peuvent pas y aller justement. Puis, ils peuvent se promener aux abords de la rivière Saint-Charles notamment. Sinon, on a aussi un projet qu'on a appelé Insécurité piétonne avec l'Engrenage Saint-Roch puis d'autres partenaires de la table terrain qui est parti d'un constat qui a été observé par nos locataires du 201 du Roi, comme quoi il arrivait quotidiennement que des jeunes enfants en bas âge traversaient la rue seuls alors qu'il y avait des voitures qui circulent à grande vitesse. Donc, on s'est concerté puis collectivement, on a rédigé, là, en fait, déjà, on a dénoncé la situation auprès de M. Pierre-Luc Lachance, là, qui est le conseiller municipal du district de Saint-Roch. On a fait une lettre au nom de la table terrain. On a organisé une activité de sensibilisation à la sécurité piétonne avec des locataires où est-ce qu'ils ont pu bricoler justement là, des dispositifs qui leur permettraient d'assurer une meilleure sécurité dans leur environnement. Puis, on a également soulevé cet enjeu-là au conseil de quartier. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous présenter brièvement notre plan de travail. En fait, notre plan de travail, c'est un outil de travail collectif qui nous permet d'assurer une vision commune tout au long des interventions qui sont menées. Ça permet également d'évaluer les retombées de nos interventions dans les milieux. Donc, on ne quantifie pas nécessairement les moyens comme ça peut être le cas dans certains travaux de recherche. Mais on va se doter de d'autres indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer là, les avancements de nos différentes interventions puis leurs objectifs. Donc, c'est un outil qu'on va réactualiser aux 2 ans. Puis, on va également faire un bilan annuel pour voir là, justement quelles sont les retombées des projets collectifs puis des actions déployées dans le cadre de l'intervention de proximité. Je ne vous le lirai pas en entièreté, mais il y a 4 axes principaux là, sur lesquels on travaille. Donc, c'est la mobilisation citoyenne des locataires, l'animation des milieux de vie. Par la suite, on a l'accessibilité aux services, les collaborations et les partenariats. Merci. Voilà. Donc, je cède la parole à Margarita. Prendre aussi le microphone. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Alors, moi, je vais vous présenter ce que l'approche de proximité nous permet de construire, soit les apports, ce qui ne se produit pas grâce à notre présence et les défis concrets auxquels on fait face dans le terrain. Les apports, en fait, les portes d'entrée accessibles, c'est-à-dire que la présence des intervenants dans les milieux permet aux personnes... Ouais. OK, parfait. Permet aux personnes à savoir à qui s'adresser le moment venu, ce qui facilite l'accès aux services de santé et services sociaux. Le renforcement des liens entre les communautaires et le réseau de la santé permet une collaboration fluide, une meilleure compréhension mutuelle des rôles, ce qui facilite l'action. La solidarité et l'entraide dans les milieux, en fait, c'est des liens solides qui vont se créer entre les locataires, mais aussi avec les intervenants, entre les intervenantes, mais
les locataires et les intervenants, ou les citoyens et les intervenantes, ça va favoriser le développement d'un tissu social solidaire. L'implication des citoyens et l'augmentation du sentiment d'appartenance valorisent vraiment pour les citoyens leur capacité d'agir, renforce le sentiment d'autonomie. Aussi, on constate une amélioration de la sécurité et du sentiment de sécurité grâce à la collaboration de tous les partenaires sur le terrain. Après ça, la responsabilité partagée, c'est une sorte, je dirais, d'intelligence collective qui nous permet de réfléchir ensemble, on se concerte pour agir ensemble et pour trouver des solutions novatrices aux enjeux qui sont complexes dans ce secteur. Et finalement, le partage d'informations bienveillantes, c'est très important d'avoir la circulation de l'information qui doit être respectueuse et qui favorise la prévention. Après ça, je vais vous parler de ce que nous évitons. On évite beaucoup de choses concrètement grâce à l'intervention de proximité. Parce qu'on travaille ensemble, on va diminuer de nombreux risques, comme par exemple au niveau de l'habitation et des finances, on diminue les évictions, on diminue les facturations inutiles, on diminue l'accumulation des dettes des citoyens. Au niveau de la santé et des services d'urgence, on évite le recours aux soins d'urgence, aux hospitalisations aussi qui peuvent être évitables. On évite aussi la détérioration de la santé physique et mentale dans les secteurs dans lesquels on travaille. Au niveau judiciaire, on fait moins de recours aux services de police. Et le plus important que je trouve, qu'on fait moins de judiciarisation des situations sociales parce qu'on est là en présence dans le terrain. Au niveau du milieu de vie, de la qualité de vie, on prévient la détérioration des conditions de vie, puis on améliore la qualité de vie continuellement là, en étant là, en s'approchant des gens. Au niveau du lien social, en fait, c'est la réduction du risque de l'exclusion sociale. On inclut les gens, on les fait participer, on les apprécie, on crée des bons liens de confiance et puis on les aime. Au niveau du lien de service, notre présence comme intervenant dans le terrain préserve le lien de confiance entre les citoyens et le réseau de la santé, mais aussi avec les organismes communautaires. Je trouve qu'on a aussi une meilleure compréhension des réalités vécues, parce que des fois, ce n'est pas les gens qui vont le dire, mais on les voit, alors on est capable de les voir, même s'ils ne sont pas formulés par les locataires ou par les citoyens. On trouve qu'aussi, on réduit les répétitions dans le suivi offert à une même personne, c'est-à-dire on évite le doublement des services. Par la suite, je vais vous parler des défis. Les défis. L'approche de proximité apporte énormément de bénéfices, mais elle aussi accompagne des défis. Et c'est des défis importants auxquels nous devons être vraiment attentifs. Le défi de la désirabilité sociale, en fait, les personnes peuvent nous dire ce qu'elles pensent qu'on veut entendre, mais il y a aussi la posture professionnelle, c'est un équilibre très délicat. Rester professionnel tout en créant un lien de confiance authentique avec les citoyens. Après ça, c'est notre deuxième défi, c'est le roulement du personnel. Savez-vous, quand il y a un changement d'un intervenant, ça arrive qu'il y a aussi un changement de vision. Il y a, chaque départ d'intervenant exige un temps d'adaptation pour les équipes et pour les locataires. Est-ce que je suis dans le temps? Il me manque? Non? C'est bon. Je parlerai aussi de la communication. C'est important d'avoir une communication fluide, claire et respectueuse. Je m'aurais parlé aussi de la tension entre la mission individuelle et la mission collective. Chaque organisme a ses propres mandats, ses ressources, ses financements. Puis, l'implication varie selon le degré d'implication va varier selon les ressources humaines et aussi les ressources financières.
La priorisation des besoins. Il faut concilier vraiment les besoins individuels avec les besoins du collectif. Et la mobilisation d'organismes, la mobilisation des locataires. La mobilisation n'est jamais acquise. Elle demande du temps, de la constance, de la patience et de l'adaptation. Et finalement, l'éthique, qui est aussi très importante, parce que la proximité peut brouiller certaines frontières. On a besoin toujours de se questionner éthiquement sur le respect des personnes, sur le consentement, sur la confidentialité. C'est le défi le plus important de que je voulais parler. Puis présentement, j'aimerais passer la parole à deux mamans. C'est deux femmes engagées qui vivent les réalités qu'on essaye de comprendre. Alors, merci Margarita de me passer la parole. Mesdames, Messieurs, chers assemblées, bonjour. Je m'appelle Kaneza Beriz. J'habite au 201 rue du Roi, c'est une HLM. Dorénavant, je vais vous partager les préjugés que j'avais envers eux avant de les approcher. Je ne voulais pas les parler, je ne voulais pas les approcher à cause des préjugés que j'avais, parce qu'on m'a dit que ce sont des espions, que ce sont des DPJ, que quand on crée les relations avec eux, il amène beaucoup de problèmes dans notre maison. Mais actuellement, je l'ai trouvé contraire. Ils sont venus dans notre HLM comme les anges. Ils sont venus pour nous construire, pas nous détruire. C'est actuellement, j'encourage aux autres personnes de participer dans leurs activités, dans les activités communautaires et aussi de les approcher. En fait, je démentis ce que j'avais attendu avant. Bélise, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir après nous avoir rencontrés? Qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir après nous avoir rencontrés? Oui. C'est grâce à une lettre que j'ai reçue du gouvernement de preuve d'adresse. Là, je devrais fournir un document du travailleuse sociale attestant que j'habite à l'adresse. Je n'avais pas de choix. Je devrais les approcher. C'est là où je l'ai croisé à la salle communautaire. Mais je lui ai demandé ce qu'ici, il y a les travailleuses sociales. Ils étaient à 3. Le travailleuse sociale est Margarita, l'intervenante est Emmanuel, et il y a une autre éducatrice, Marie-Claude, elle n'était pas ici. Elle a dit c'est moi. Je lui ai montré la lettre. Elle a vite rédigé la lettre, l'imprimée et elle m'a donné. Et signalons que j'avais un bref délai pour remettre les documents. C'était pour l'allocation Canada. Et puis après, elle m'a dit qu'on l'a appelé. Elle a dit qu'ils n'ont pas vu la lettre de l'école de mes enfants. Et qu'on a demandé qu'il me connaît. Le simple de dire oui, qu'il me connaît, ils ont débloqué les allocations. Le 20. Et c'est là où j'ai pensé, cette personne est très importante. C'est le gouvernement. J'ai rassemblé, pas d'action, pas d'intérêt. C'est là où j'ai commencé à les approcher, doucement. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as eues par la suite? Oui, parce que j'avais une petite fille, il y avait très accrochée à moi. Il y avait une éducatrice, Marie-Claude. Je regardais les liens avec elle. C'est là, ça m'a touchée. Comment il a accepté. Et aussi, la mentalité que j'ai, c'est disparu. Maintenant, j'ai eu confiance à l'éducatrice. Grâce aux liens que je voyais je le vois avec ma fille, j'ai eu aussi
la confiance à eux, parce qu'avant, vous vous souvenez que je me fiais d'eux. Et puis, j'ai pu connaître les organismes communautaires, par exemple, Centre Rire, Commune Action, Place Jacques Cartier, là où j'ai eu la place de faire le bénévolat. Et j'ai eu aussi la Harte Garderie en Commune Action. Ma fille a eu la place, ça lui a permis de bien s'intégrer à la garderie. C'est elle qui m'a aidé de trouver la garderie. C'est pourquoi aussi je tiens à les remercier de votre assemblée. Merci. Merci de votre courage, merci de votre intervention, parce qu'il a soulagé mon cœur. Oui, oui, les bienfaits du travail de proximité sont nombreux. Est-ce que tu auras un conseil à donner aux gens qui sont ici? Les conseils? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme Les conclusion? Comme mission, conclusion, c'est que je vous supplie d'offrir ce service dans toutes les communautés là où il n'y avait pas. Je vous remercie. Oui. Je vais inviter Evelyne, si tu voudrais nous parler de comment on s'est connus, comment on nous a connus, de quelle façon. Bonjour à vous tous. Moi, mon nom c'est Evelyne Maola, j'habite à 201 rue du Roi. Avant, pour que je connaisse les gens là, je ne voulais pas les approcher. Je ne voulais pas qu'ils entrent dans ma maison parce qu'ils m'ont mal attendu pour les autres personnes. Margarita, elle est venue, j'ai accouché le 30 novembre 2022. Parce que j'ai un problème difficile, j'ai besoin d'aide, mais je ne voulais pas. Elle est venue avec 2 fils, elle est venue toquer à la porte, je suis accouchée, après le lendemain, ils sont arrivés. J'ai dit que il m'a promis beaucoup de choses, j'ai dit que je ne voulais pas vous voir devant ma porte. Je les ai chassés. Mais après, c'est la même chose que Bélise a dit. La lettre est venue du gouvernement pour l'allocation familiale. Ils ont dit qu'ils ont besoin des documents avant le 20 mai. Pour le travail social, il veut dire oui, les enfants, ils sont avec moi de l'école, de l'hôpital. C'est là que ma fille a dit que maman, il faut aller les approcher. Parce qu'il y a les gens qui disent que s'ils viennent, ce n'est pas le bon exemple, ce sont les DPJ. Je ne voulais pas qu'ils entrent chez moi. Ma fille a dit que, est-ce que si tu viens, est-ce qu'il va venir pour venir arracher son enfant? Non, prends le document, tu descends. C'est là que j'ai approché de Margarita et Emmanuel et je les vois avec Marie-Claude. Je lui ai demandé le service. J'ai dit que j'ai une lettre, j'ai besoin de lettre. C'est là qu'elle m'a aidé à appeler à l'école, à l'hôpital pour remplir, pour envoyer. C'est là qu'elle a dit qu'elle est travailleuse sociale. Ils ont répondu. Il m'a donné allocation familiale. C'est ça que j'ai dit que 7 ans-là, c'est important pour moi. Evelyne, ah oui, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir? Parce que OK. Juste dire, qu'est-ce que ça t'a permis d'avoir pour terminer? Là? C'est que, après, il m'a aidé à y orthophonie pour mes 2 enfants, un garçon et une fille, et servi de garde, garderie et l'école. Pour mon garçon, c'est vraiment difficile avec lui. Mais s'il y a le rapport, on envoie à Margarita. C'est elle qui est au présent. C'est elle qui répond. C'est elle qui répond toujours à ma place. Mon fils fait seulement l'école, demi-journée de l'école, mais grâce à Margarita, c'est ça que je vois. Donc, ces gens-là, ils sont importants, mais mal attendus pour les gens. Je ne voulais pas les approcher. Je ne voulais pas parler avec eux. Avec orthophonie, c'est elle qui a fait tout le demande d'orthophonie au CLC. Les enfants ont eu beaucoup de cadeaux, de CLC que l'orthophonie a ouvert à Margarita. C'est elle qui a rempli le document
tout ça, pour mon fils qui a les difficultés, mais tous les enfants ont eu, c'est un bon cadeau pour eux. Je les remercie beaucoup pour que vous pouvez ouvrir encore un service à certaines, pour que nous aussi, les mamans, on va aller avec les enfants. Je n'ai rien à vous dire, merci. Merci. On vous laisse avec quelques photos d'activités qui ont été faites dans le milieu de vie. Une activité cabane à sucre, une activité de plantation dans un des immeubles à Saint-Sauveur. Et finalement, là, la démarche d'insécurité piétonne dont Catherine parlait, en fait, on a fait du mobilier avec des enfants là, devant un immeuble. On veut poursuivre avec quelques petites questions pour vous, si vous me permettez. Si vous avez des questions de la salle, venez au micro. On va intégrer tout ça. Je voulais commencer en vous demandant, vous avez présenté des cas très intéressants, mais pourquoi, selon vous, est-ce qu'il est important d'innover en première ligne? Qu'est-ce qui reste à faire? Qui aimerait commencer? Est-ce que vous vous joignez à nous pour la table ronde, mesdames? Oui, hein? Ouais. Julie, vous voulez commencer? OK. Oui. Bon, ben, dans cette première question-là, il y a déjà plusieurs éléments là, qui ont été rapportés qui peuvent nous pister. Je peux peut-être y aller en rafale avec ce que j'avais de noter. J'ai beaucoup de choses, là, par exemple. Il va peut-être falloir m'arrêter. D'abord, pour améliorer la qualité des services qui sont rendus en première ligne, pour garantir une meilleure accessibilité aussi aux services là, de soins de santé et de services sociaux, pour être en mesure de créer un filet de sécurité avec les acteurs qui gravitent là, autour des gens là, qui habitent dans nos milieux de vie, pour contribuer au rayonnement des professions de première ligne, parce qu'on l'a vu, parfois il y a beaucoup de préjugés envers certaines professions, pour mieux cibler les besoins, nous permettre d'anticiper certains enjeux, que ce soit des enjeux collectifs ou individuels. Ça nous permet par la suite d'adapter là, nos réponses en fait aux besoins émergents. Ça met également en lumière là, des enjeux ou des problématiques méconnues. Ça contribue à faciliter justement l'accès aux services, puis travailler sur l'accessibilité sociale aussi là, des professions. Fait que ça, je me répète un petit peu. Puis également pour diminuer là, les craintes puis les barrières là, qui sont parfois présentes là, quand il est question là, de demander de l'aide. C'est ce que j'avais de... Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? OK. Bien, je vais demander une autre question, puis on peut y revenir. Qu'est-ce que ça prend pratiquement pour innover en première ligne? En fait, je pense qu'on en a parlé tout au long de notre présentation. Il faut développer une vision commune ensemble du milieu dans lequel on intervient. Il faut développer aussi des relations de confiance. Il faut avoir des instances de gouvernance qui sont souples, qui sont partagées. Je reviendrai sur l'importance de l'informel, des espaces et des moments informels qui, pour nous, sont un élément incontournable dans notre présence dans les milieux. Il faut être visible, il faut être accessible, il faut être disponible, à la fois pour les partenaires, mais aussi les citoyens, les citoyennes. Puis cette disponibilité-là, puis cette visibilité-là, le plus souvent, elle s'incarne dans l'informel. Puis une fois qu'on a développé cette relation de confiance-là, bien, peut-être qu'après ça, on peut davantage accompagner les locataires vers des structures ou des implications un petit peu plus formelles. Quand on regardait notre structure de collaboration, tout à l'heure, on est passé rapidement, mais il pourrait aussi y avoir greffé différents comités de locataires, dans le fond, des comités par et pour dans les milieux où les locataires prennent des décisions pour améliorer leur milieu de vie, pour organiser des activités. Mais des fois, le chemin est un petit peu plus long pour arriver à ce type d'implication-là. Puis ça prend ancrage, en fait, ça prend racine, plus dans les moments informels où là, on noue une relation de confiance, on apprend à se connaître davantage.
Sinon, bien, comme ingrédient, on pourrait parler d'accueil, de capacité d'adaptation, de créativité. Dans le fond, c'est tous des éléments qu'on veut développer ensemble et qu'on veut développer en respect du rythme de chacune, dont le rythme des locataires. On en parlait tout à l'heure aussi, tantôt, souvent l'intervention de proximité, ce que ça nous demande, c'est de faire un petit pas de côté. Donc, de dépasser un peu notre mission, nos mandats habituels dans notre vie d'organisation à l'extérieur. Mais là, comme on travaille ensemble, des fois, il faut faire les choses autrement. Donc, cette souplesse-là, bien, c'est important de l'avoir en tête, puis c'est important qu'on soit prêt et prête à faire ce petit pas-là de côté, parce que c'est le plus souvent là où on peut réussir à bien co-intervenir et co-construire ensemble. Okay. C'est ce que je dirais. Lucille, vous voulez ajouter? D'abord, j'aimerais remercier les deux citoyennes qui sont là avec nous. Je pense que c'est la plus belle chose, hein, quand on arrive à travailler ensemble avec les citoyens. Nous, on peut investir beaucoup de temps parce qu'on a les conditions pour le faire, puis c'est notre travail. Mais quand les citoyens sont là avec nous, ça donne une couleur complètement différente. Puis je trouve que vous avez très, très bien illustré ce que c'est. Vous parlez de la méfiance qu'il peut y avoir à l'égard des services. Elle est réelle. Il y en a d'autres obstacles. Mais comment on se rencontre dans un milieu, pour moi, ce que j'entends, ce que je disais tantôt, c'est une réussite parce qu'à chaque fois que cette rencontre-là permet d'aider les gens, puis là, vous deux, vous êtes là, mais ça se multiplie. Il y a beaucoup de personnes qui ont la possibilité, soit collectivement ou... Fait que je vous remercie pour ça. Par rapport à l'innovation, bien, j'entendais tantôt ce qui se passe en Europe. Je pense que j'ai le goût de dire qu'on a été privilégiés ici à Québec sur notre territoire, mais c'est aussi vrai sur d'autres territoires de la province, d'avoir la possibilité d'amener des innovations comme celle-là, de les proposer, parce que ça commence toujours par une idée. C'est toujours des fois farfelu au départ, mais d'avoir des systèmes comme le nôtre, le système de la santé qui fait confiance puis qui ose plonger avec nous, bien, ça sera toujours gagnant, ça c'est sûr, parce que l'innovation, ça nous amène ailleurs, ça nous permet d'offrir des services qui sont toujours mieux adaptés aux réalités de nos communautés, de nos territoires. Fait que ça, évidemment, ça fait partie des grandes innovations. C'est un défi innover. Je dirais, c'est presque impossible des fois. C'est une drôle d'affaire, mais c'est extrêmement complexe. Ça demande un engagement continuel des gens qui y croient. Il faut y croire. Mais quand on est soutenu, ça fait toute une différence. Et n'oubliez pas que les micros sont ouverts. C'est toujours plus intéressant quand c'est interactif. Attendez pas à la dernière minute pour demander des questions aux anges. Alors, pour revenir à votre point, Lucille, comment est-ce qu'on peut maintenir cette culture d'innovation? Vous faites des choses intéressantes, mais comment faire le maintien? Bien, c'est sûr que, là, vous allez me voir venir, c'est un travail de longue haleine, l'approche de proximité, c'est vraiment du temps, beaucoup de temps investi, puis ce temps-là, il est important de le reconnaître et de le financer à sa juste valeur. Alors oui, c'est une chance, on nous permet d'avoir cette possibilité-là de travailler en prenant le temps, puis on le sait que un suivi ultra personnalisé d'1 heure a tellement plus d'impact que 10 minutes avec 6 personnes différentes qui défilent. Fait que c'est de reconnaître ça, d'en être conscient, de se dire aussi que, je ne sais plus qui l'a nommé tout à l'heure, mais quand on fait des dépôts de projets, parce qu'on travaille beaucoup avec des projets, idéalement, ce serait comme une mission sur le long terme, mais quand on fait des demandes de projets, c'est d'accepter que ce projet-là puisse évoluer au fil du temps, parce que c'est pas vrai que ce qu'on a demandé il y a 4 ans, c'est encore d'actualité maintenant. Donc c'est ça, d'accepter cette flexibilité-là, puis cette mouvance, même dans les rapports qui sont plus financiers, de reddition de comptes, etc. Puis
puis de voir maintenant les impacts. Elles ne l'ont pas dit parce qu'on n'avait plus beaucoup de temps, mais elles reçoivent peut-être encore des lettres, mais elles ne descendent plus pour ça maintenant. Elles descendent pour plein d'autres choses. Puis elles sont elles-mêmes porte-parole, elles vont chercher les autres, elles vont dans d'autres organismes. Tu sais, elles sont tellement plus autonomes aussi, là, mesdames. Fait que mais c'est ça fait 4 ans qu'on déploie cette approche-là. Fait que c'est tout un travail qu'il faut accepter de voir évoluer puis que ça prenne du temps. Puis, c'est sûr qu'on a parlé des ressources humaines, c'est quand même un enjeu très important. Fait que de valoriser les ressources humaines qui travaillent, de les encourager, de les soutenir, puis de reconnaître aussi leur travail merveilleux, c'est tellement important. Fait que la dernière chose, vous l'aurez compris, le temps, puis aussi de reconnaître la complémentarité. Négocier. Puis, non, mais c'est vraiment chouette. J'écoutais ça tantôt, puis je me disais, c'est exactement ce qu'on veut dire, puis ce qu'on veut promouvoir. Fait que l'apport aussi du milieu communautaire, puis tout ce qu'on est capable de faire ensemble, plutôt que des fois avec certaines visions qui sont moins concertées. Voilà. Mais vous êtes évidemment très apprécié par les citoyennes locataires. On a entendu ça. Comment est aussi apprécié par le gouvernement et le grand public? Comment faire ce saut? C'est une bonne question. Bien, en fait, je dirais, en fait, pour ma part, peut-être Margarita aussi, qui sommes employés du CIUS, en fait, notre établissement décide de déployer des services, en fait, dans le milieu et de déployer une travailleuse sociale dont la charge de travail complète se fait directement dans un milieu de vie plutôt que dans un bureau de CLSC. Donc, je pense que dans le terme appréciable de cette implication-là puis cette contribution-là de l'établissement, on y est, il accepte qu'on travaille différemment, il accepte aussi la question des statistiques, tu sais, que l'intervention l'approche de proximité s'intéresse au quantitatif, mais d'abord au qualitatif. Donc ça, c'est important. Je dirais ça pour ma part, pour notre employeur. Puis après ça, bien, tous les autres partenaires aussi qui sont là. Les organisations choisissent aussi d'investir ce temps-là. Et ce temps-là, peut-être qu'ils ne rapportent pas de la même façon ou avec la même efficacité que ce qu'on a l'habitude de mesurer. Mais comme le disait Julie, ça se mesure dans le long terme. Donc, je pense que c'est appréciable dans le sens de votre question. Okay. Margarita, vous voulez ajouter quelque chose? Je pourrais dire aussi que, oui, je suis dans le terrain, mais oui, ça prend aussi une gestionnaire qui comprenne la réalité du terrain. Parce que ce n'est pas pareil. Je ne suis pas dans un bureau pour recevoir les gens. Je me promène d'un lieu à un autre, le temps de déplacement. Puis, si je rencontre quelqu'un dans le corridor, je vais prendre 15 minutes ou le temps nécessaire pour répondre à ces questions. Alors, on fait beaucoup d'interventions aussi ponctuelles, des interventions non formelles. Et c'est important. Puis je suis contente de voir que, oui, c'est vraiment bien compris mon travail. Parfait. Alors, peut-être à vos remerciements, on peut ajouter des applaudissements.